Et donc l'adaptation, de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, hein. Ils sont obligés de s'adapter. Et soit ils s'adaptent, soit ils périssent. Euh, voilà, on peut comprendre quand on va lire les chapitres que de toute façon, la plupart des hommes qui essayent de s'en prendre à ces aliens, ou même à Dogos, hein, mais là ils sont complètement fous, mais bon, eh ben, ils se font tuer ou, ou enfermés dans des cages, où même la lumière ne passe pas. Enfin, ça, je le parle, non. J'en parle non plus dans un des chapitres. Et effectivement, il n'y a pas vraiment le choix, hein. Ils sont obligés de faire preuve de résilience et d'accepter en fait d'accepter en fait ce qui se passe, quoi. Ils n'ont pas le choix. Et, euh, et donc de facto s'adapter. Ils sont obligés de s'adapter, en tout cas au début du tome 1, ils s'adaptent à ce qu'imposent les aliens. Après, on verra que par la suite, ça va s'améliorer. Enfin, ça va évoluer et s'améliorer. Mais, euh, mais ça, vous le découvrirez plus tard. Euh, Question 9. Pouvez-vous expliquer la dynamique entre les différentes factions humaines et leur relation avec les envahisseurs? Eh bien, je vais essayer de pas trop spoiler, mais en gros, vous avez donc plusieurs dynamiques, hein. En gros, vous avez donc des factions humaines qui vont créer en fait l'armée du maréchal Zeta. Donc le maréchal Zeta, c'est Sidious. C'est un des antagonistes aussi que compose mon roman, mais qui est humain et qui a subi donc des modifications génétiques à cause de Dogos. Et donc il y a forcément une catégorie d'humains qui vont se rallier à Sidious et donc à Dogos et qui vont combattre d'autres hommes en fait. Voilà, donc on verra effectivement qu'il y a une partie de ces hommes qui vont combattre les siens, enfin qui vont combattre la même race qu'eux, et ça va poser problème. Après, il y a donc d'autres personnes en fait qui vont se rallier aux aliens, mais qui vont pas faire partie de l'armée du maréchal. Et donc là, ça va créer, on va dire, des hommes hybrides, donc qui seront un petit peu au-dessus des autres. Ils n'auront pas besoin de combattre. Et il y aura aussi une faction qui se battront contre toute cette forme de répression que donnent en fait les aliens, et Dogos et Sidious. Et donc là, voilà, on partira après sur des super-héros, comme j'aime bien le dire. On verra que par la suite, on parlera de personnes qui auront des capacités extraordinaires, de par en fait les modifications génétiques qui auront lieu tout au long de ces 3 tomes. On verra qu'il y a des hommes qui, au fur et à mesure de l'histoire, vont évoluer et engendrer des enfants qui auront des meilleures capacités. Puis de toute façon, même les humains eux-mêmes vont découvrir des technologies qui leur permettront de vivre plus longtemps, par exemple, et de combattre certaines maladies. Sans compter évidemment ce que vont apporter les aliens. Euh, Quelles sont les motivations et les objectifs de Dogos? Et comment cela affecte-t-il le cours de l'histoire? Bah, là, j'ai envie de dire que c'est du spoil, hein. Je peux pas répondre à cette question, je suis désolé. Les motivations, j'en ai parlé un petit peu dans la première interview. Elles sont profondes pour Dogos. Et les objectifs aussi. C'est des objectifs bien déterminés, précis, et voilà, il veut prouver quelque chose à son peuple, et, euh, et il veut surtout aussi se venger. Il est, euh, il est tiraillé, hein, Dogos. C'est un personnage très complexe de mon roman. Donc là, je peux pas trop répondre dans la précision à cette question, mais parce que sinon, voilà, il faut lire le livre. Mais c'est sûr que Dogos, il a un impact réel sur toute l'histoire, hein. Ça, par contre, ça va pas vous spoiler, mais on en entendra parler aussi. Même à la fin du 3e tome, on en entendra parler aussi. Donc Dogos, oui, est très important, et il affecte quasiment toute l'histoire. Voilà. 11e question, comment le concept de survie individuelle se compare-t-il à la survie collective dans votre livre? Hmm, Bonne question. La survie individuelle, c'est vrai que j'en parle pas forcément énormément. Je, J'explique effectivement qu'il y a quasiment la plupart des gens en fait qui ont survécu aux guerres de mon roman doivent survivre individuellement. Ils doivent s'adapter. Mais c'est vrai que je parle pas individuellement de chaque personnage.
de comment il survit et comment il fait. Je parle plutôt collectivement. Donc, on va dire que collectivement, ils essayent de se débrouiller. Il y a des associations qui sont créées, des groupes de soutien. Il y a tout un tas de personnages secondaires qui ont des métiers en fait pour s'occuper un petit peu de différentes associations à Braxville, par exemple. Et donc oui, on peut considérer que je, dé- je, je développe plus la survie collective que celle qui est individuelle. Oui, il y a peut-être un moment donné où je parle de William Swan, de Zildor Swan, et de quelques personnages de cette famille qui essayent de survivre individuellement à des attaques ou à des comment on peut dire, à des expériences dans lequel ils font l'objet. Mais, euh, mais oui, je parle pas d'individualité de survie, quoi. Voilà. Question 12. Quel est le rôle de la nature et de l'environnement dans votre univers post-apocalyptique? C'est une très bonne question. Oui, 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 je vais réfléchir 2 petites secondes. Hmm. Bah, selon moi, la nature, on va dire elle est décrite, on va dire, assez correctement sur Xiron. Je développe un peu l'environnement que compose cette planète. Je développe aussi Braxville et ses environs, la nature qui compose ses environs. Vous pouvez voir aussi sur le site que j'ai déjà un petit peu imaginé la, la planète Terre, comment elle est. Elle ressemble pas à la nôtre, hein. Elle est complètement imaginaire. Donc oui, je me suis un peu concentré, on va dire, sur les montagnes, les mers, les océans, les prés, tout ce qui est, on va dire, faune, je décris dans le livre. Par contre, c'est une très bonne question parce que ça me fait penser aux animaux. Et c'est vrai que bah, dans mon livre, je développe pas forcément sur, enfin, sur la faune, pardon. Voilà, sur la faune. Tout ce qui est espèce animale, c'est vrai que j'en parle pas trop. Mais par contre, tout ce qui est flore, tout ce qui est nature, oui, j'en parle beaucoup. Je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, oui, c'est vrai que dans cet univers, euh, on peut constater que la planète, elle est très belle. Elle est composée de tout un tas de choses différentes qui composent cette nature, qu'elle essaye de survivre tant bien que mal, malgré l'invasion qu'il y a eu. On peut même découvrir aussi dans un chapitre que je parle d'un endroit en fait qui est sur la planète qui est conservé, qui n'a pas été touché, euh, comme quoi que ça pourrait être fait exprès même d'ailleurs, au cas où si la planète elle est complètement radioactive, j'en sais rien, je dis une bêtise, et que bah, les aliens pourraient se poser là-dessus, sur ce petit lopin de terre, pour vivre tranquillement le temps que la radioactivité baisse. Mais ça c'est pour pas vous spoiler que je vous dis ça, mais en gros voilà, ça peut être une possibilité. Question 13. Pouvez-vous expliquer comment les alliances et les trahisons façonnent les relations entre les personnages? Ah, et bien ça, c'est une très bonne question aussi. Mm. Euh, En gros, vous avez donc les affranchis, c'est une alliance de personnages, enfin de personnes qui se sont alliées ensemble pour combattre, on va dire, le maréchal Zeta, et donc avec son armée. Vous avez des alliances entre hommes eux-mêmes, hein. Par exemple, dans les blocs de survie, vous avez des petites alliances qui sont créées à l'intérieur. Les trahisons, c'est pareil, hein. Vous voyez que Dogos a été trahi par les siens sur Xiron. On voit qu'il essaie de trahir aussi Black Swan dans le 3e tome. Il essaie de le trahir pour essayer d'attaquer Sidious, alors que Sidious, normalement, enfin, à la base, Sidious, c'est le maître de Black Swan. Mais ça, voilà, vous le saurez plus tard dans les différents tomes. Donc oui, il y a de la trahison et il y a quelques alliances. Et donc ça façonne effectivement des constructions d'histoire entre certains personnages qui sont selon moi très intéressantes à explorer. Et du coup ça donne vie un petit peu ça donne de l'empathie à chaque personnage, ça lui donne un contexte, une visu. On peut vraiment se mettre à sa place, quoi, à la place de chaque personnage. 14e question. Comment la reconstruction de la société a-t-elle été perçue par différents groupes de personnages?
Euh, compliqué. Comment elle a été perçue? Eh bien, c'est une bonne question. Je dirais qu'effectivement, elle est perçue donc à la fois positivement par certains personnages parce qu'elle permet euh, des avancées donc technologiques qui sont vraiment significatives pour la population humaine, et à la fois elle fait peur puisque elle, euh, elle dérive en fait de ce qu'est l'essence même de l'humanité. Et donc du coup, on a quelques personnages effectivement qui sont conscients en fait que ces technologies-là sont bénéfiques pour les avancées terriennes, mais qu'en même temps, elles pourraient être nocives si elles sont mal exploitées et mal utilisées. C'est une question un peu compliquée, hein, mais je pense que c'est ça l'idée. 15e question. Quel est l'impact des formes nouvelles de gouvernance sur la vie quotidienne des personnages? Alors, c'est vrai que dans mon roman, je parle très peu en fait du gouvernement. Je parle surtout en fait des guerres en fait et de la façon dont Dogos en fait manipule l'humanité, et donc de facto aussi des hommes qui en découlent, hein, donc qui sont sous son joug. Mais effectivement, on peut voir que les gouvernements sont quasiment incapables de faire quoi que ce soit. On peut comprendre facilement en lisant qu'il y a quasiment plus de gouvernement en fait, hein. Les gouvernements sont complètement submergés. Les sociétés fonctionnent normalement, elles fonctionnent normalement, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme elles peuvent. Je décris donc la vie de tous les jours de certaines personnes dans Braxville, mais je ne parle pas bien évidemment des gouvernements à proprement dit, de comment ils gèrent les règles, les lois, et oui, la façon dont ils réagissent par rapport à l'invasion. Alors, au début, j'en parle dans certains chapitres de comme quoi qu'en fait ils essaient de se réunir tous ensemble pour essayer de coexister. Mais, euh, mais c'est vrai que je parle très peu des modes de gouvernance qu'il y a dans mon livre. On se rend bien compte finalement qu'ils sont impuissants. Donc, et que justement, en fait, dans le troisième tome, je parle bien évidemment de comment dire, d'une société en fait qui a qui a énormément évolué, tant sur le point psychologique, technologique, social et culturel, mais tout va dépendre en fait de l'issue du tome 3. Je peux pas trop vous dire pourquoi, mais en gros, en fonction de ce qui va se passer dans le tome 3, ça va complètement changer la donne en fait sur la façon dont l'humanité pourra continuer sa vie en fait et évoluer. Je pense que j'ai pas été vraiment clair là-dessus, mais c'est des questions difficiles, hein. Question 16. Pouvez-vous décrire le processus de création des différentes espèces extraterrestres et leur culture? Euh, donc je parle effectivement de la culture xéronienne. Effectivement, je pense que j'ai survolé quasiment tous les points qui peuvent composer une société extraterrestre sur la société xéronienne. Je parle de la société humaine aussi, donc ça je la décris aussi bien. Mais après, effectivement, je décris donc d'autres types d'espèces en fait qui existent dans l'univers de mon roman, mais je ne donne pas réellement de précision plus poussée. Voilà, comme je vous ai dit plusieurs fois, le roman est composé de 3 tomes, il y a quasiment 400 pages par tome, ça fait déjà un bon paquet de choses à décrire à exploiter. Mais si je devais commencer à décrire vraiment tout sur tout, ça prendrait énormément de temps. Donc peut-être que par la suite, je créerai une suite de ce roman, mais ça, je pense que je l'ai vu dans les autres questions. Je pense que je décrirai peut-être des histoires parallèles à d'autres personnages qui sont liés à l'univers de Braxville, mais qui parleront de personnages vraiment différents, ou d'une race extraterrestre différente. Euh, voilà, je pense que c'est une question un peu compliquée à répondre pour le moment, puisque déjà je suis en train de finaliser, on va dire, les 3 premiers tomes, donc je me concentrerai par la suite, peut-être, on verra bien si le temps me le permet,
développer d'autres espèces ou de développer d'autres histoires par rapport à des espèces qui ont été décrites dans mon roman. Et d'ailleurs, ça, je crois que je l'avais déjà dit dans la première interview, mais effectivement, l'histoire a été racontée de façon à ce qu'on puisse créer d'autres livres ou d'autres histoires par rapport aux personnages qui sont dans mon roman. 17e question. Comment les thèmes de l'espoir et du désespoir sont-ils représentés dans votre récit? Eh bien, franchement, l'espoir et le désespoir, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai appuyé fortement. On sent qu'il y a vraiment une envie d'avancer et de combattre, de combattre en fait cette race extraterrestre qui débarque sur cette planète. On sent vraiment que les hommes y croient et qu'ils ont espoir qu'un jour ils puissent retrouver leur terre qu'ils ont connue avant. Mais on peut sentir aussi que de par la survie qu'ils ont dû survivre, quoi. Et donc ça a été très très difficile pour eux pendant des centaines d'années, même des milliers d'années, hein. Il y a eu des guerres tout au long de cette histoire. Et c'est sûr que ça n'a pas été facile pour eux. Donc oui, je pense que les thèmes de l'espoir et du désespoir sont très très grandement représentés dans mon récit. On sent vraiment, ça transpire en fait de description par rapport à ces deux mots-clés, l'espoir et le désespoir. Bon, je pense que si on recherche un peu des éléments qui peuvent décrire ces deux mots-là, le roman est bien défini pour ça. 18e question. Quelle est la place de la religion et de la spiritualité dans votre monde post-invasion? Alors, comme je l'expliquais, parce que là on dit bien post-invasion, avant l'invasion, il faut bien comprendre que la planète Terre est quasiment identique à la nôtre, celle qu'on connaît dans notre vie réelle. C'est la même planète, sauf qu'elle est différente parce qu'elle a imaginé. J'ai pas voulu copier la planète Terre, voilà, hein, je l'ai imaginé différemment, avec des continents différents. Mais les religions sont les mêmes, hein, on a les mêmes religions que dans notre vie réelle. Je parle pas forcément des différentes religions qu'il y a à proprement dit, hein, qu'il pourrait y avoir à Braxville ou dans d'autres contrées comme Fleurdal ou Éclate-Étoile. Mais on sait que voilà, il y a un moment dans un des chapitres ou dans deux chapitres, je crois, je parle effectivement de l'emprise qu'ont les extraterrestres sur la vie de tous les jours de ces humains. Et donc on se rend bien compte que c'est plutôt les dogmes extraterrestres qui prennent le dessus sur les dogmes humains. Donc voilà, c'est un peu ce qui a créé aussi c'est un peu ce qui a créé les différentes alliances d'humains, des différentes factions d'humains. Donc ça rejoint un peu une des questions précédentes. Ça a créé des factions différentes d'hommes. Donc certaines factions d'hommes se sont ralliées aux extraterrestres pour profiter un peu de leur puissance et de leur avancée technologique pour être mieux vus ou avoir une place plus haute dans la société. Mais vous avez aussi d'autres factions qui se sont ralliées pour combattre justement ces aliens et Dogos lui-même justement pour récupérer un peu ce qu'ils avaient perdu à l'époque, quoi. Donc voilà, la religion et la spiritualité, voilà, ce sont deux mots en fait que je parle, on va dire, que je survole, mais je n'explique pas réellement les types de religions qu'il pourrait y avoir, voilà, si c'est hindouiste, chrétien, musulman, voilà, je parle pas spécifiquement de type de religion, mais je parle d'un dogme, d'une façon d'être, de penser, de voir les choses. Question 19. Comment avez-vous abordé la question de la moralité dans un monde où les règles habituelles ne s'appliquent plus? C'est une très bonne question. Elles sont difficiles aujourd'hui, les questions. Euh, bah, la question de la morale. Effectivement, dans un monde en fait qui a été envahi par des aliens, on va dire on va dire que les principes même de la moralité n'existent plus, je pense, parce que, enfin ça c'est mon avis, parce qu'en fait, voilà, c'est plus les hommes qui choisissent, mais c'est bien les aliens qui choisissent. Et donc, on pourrait très bien avoir une morale en se disant, voilà,
moi je veux que ça soit comme ça, ou je pense que c'est comme ça, et que les choses doivent se passer, mais t'as pas vraiment le choix en fait au final. Voilà, quand tu as des êtres qui ont des centaines ou des milliers d'années d'avance sur toi, t'as pas vraiment ton mot à dire et la morale n'est pas vraiment existante en fait, hein. Ouais. Et compliquée cette question aussi. 20e question. Comment pouvez-vous parler des influences historiques ou mythologiques que vous avez intégrées dans votre livre? Alors, les influences historiques. Donc, bien évidemment, je parle d'une histoire qui se passe sur des milliers d'années. Donc, effectivement, on a des personnages qui parlent d'un passé qu'ils ont connu à l'époque. Et donc, du coup, ça permet en fait de donner un contexte historique sur les faits qu'il y a eu. Et donc, du coup, ça permet à certains personnages de se rappeler en fait que bah, ces aliens ne sont pas gentils, hein. Ils sont bien méchants et qui sont bienvenus pour nous envahir à la base. Il n'y a pas de mythologie par contre, hein. C'est pas, il n'y a pas de la mythologie dans mon livre. Par contre, oui, il y a des faits historiques qui se sont passés. Et ça, les gens se le sont rappelés au fur et à mesure des générations. Euh, mais il y a un moment donné où, bah, quand vous avez des milliers d'années qui se passent, euh, peu importe en fait l'histoire qui pourrait y avoir, ça rejoint aussi une autre question d'avant. Il n'y a que les gagnants qui écrivent l'histoire. Donc si par exemple les aliens ont envahi, on va dire, la planète Terre il y a 3000 ans en arrière, et que en fait ils ont manipulé ou agencé l'histoire comme un peu comme ils le voulaient, comme ils le souhaiteraient, eh bien ils se feraient passer plus pour des dieux que par des envahisseurs. Et donc nous, 3000 ans plus tard, on se dirait, ah bah oui, les aliens ce sont des dieux, donc ça a toujours été comme ça parce que c'est écrit dans les livres d'histoire. Et vous voyez, c'est un petit peu par rapport à ça que je voulais en venir, quoi. Voilà. Mais après, il n'y a pas de mythologie propre que je parle dans mon livre, hein. Ça, j'en parle pas. 21e question. Dans votre livre, comment la technologie extraterrestre influence-t-elle l'évolution de la société humaine? Eh bien, j'y ai déjà répondu quasiment, mais en gros, elle influence drastiquement. Elle permet des avancées au-delà de ce que les humains auraient pu espérer, auraient pu imaginer. Et donc, du coup, ça permet d'avoir le Braxville que vous connaissez en l'an 4600, donc dans la préface que je parle. C'est une société qui n'a rien à voir avec la société dans laquelle le livre commence. Donc, la préface, comme vous l'avez compris dans la première interview, elle parle d'une personne en fait qui explique, euh, qui va expliquer en gros l'histoire en fait qui s'est écoulée depuis la date de 4600. Mais quand Dogos ou les aliens sont arrivés en 1500 ou en 1520, bien évidemment, la technologie humaine n'était pas du tout celle-ci, elle était complètement, voilà, ils avaient quasiment, ils étaient très en retard. Enfin pas en retard parce que c'est pas vraiment en retard qu'il faut dire, mais en gros, voilà, la technologie était basique et il y avait. Alors je pense que je comprends un peu la question. Ça y est, là. En gros, la technologie en fait, en 1500, elle était déjà assez évoluée, mais on peut la comparer à la nôtre actuellement. Mais par contre, effectivement, elle n'a rien à voir avec celle qu'il y a en 4600. Je crois que c'est là-dessus, c'est comme ça que la question est posée, à mon avis. 22e question. Comment la notion de justice est-elle traitée dans un monde où les lois traditionnelles ont été bouleversées? Eh ben, figurez-vous que la justice, elle est bien présente. J'ai essayé de décrire en fait une forme de justice qui a été mise en avant par certains héros de mon livre. Euh, et d'ailleurs, même toute la famille Swan, en fait, finalement, font partie un peu intégrante de cette notion de justice. Ils essayent tant bien que mal, en fait, malgré ce qu'il pourrait y avoir au-dessus de leur tête et autour d'eux, malgré la société que veulent imposer les extraterrestres et Logos, ils essayent toujours de garder une forme d'humanité. Et donc, j'assimile quand même la justice à l'humanité. Pour moi, c'est un mot qui est lié. La justice, ça peut être aussi xyronienne, hein, mais c'est pas du tout le même concept. Pour moi, la justice, effectivement, elle est bien respectée et elle est même demandée. Elle est voulue par les hommes qui veulent s'en sortir et qui veulent éradiquer justement cette menace qui sont les aliens et Dogos.
Et donc, oui, les lois traditionnelles, effectivement, elles ont été bouleversées par cette invasion. Et du coup, il y a plus vraiment en fait de cohérence dans leur société, hein. Si vous vous mettez à la place des Braquevillois, vous vous dites, au bout de 300 ou 400 ans de guerre, il y a un moment donné où plus rien n'est normal en fait, hein. Tout est complètement chamboulé. Il y a plus, la justice n'existe pas en fait, hein. C'est plutôt les aliens qui prononcent un peu ce qu'ils ont envie et qui font un peu ce qu'ils veulent. Mais je vous rassure, tout au long du récit, en fait, certains personnages vont la demander et vont la récupérer. 23e question. Pouvez-vous parler de l'importance de la mémoire et de l'histoire dans la reconstruction de l'identité post-invasion? Alors, oui, c'est une bonne question aussi. En gros, il y a plusieurs phases dans mon roman. Donc, au début du roman, dans le tome 1 par exemple, je parle effectivement que j'essaie de décrire en gros que après l'invasion alien, les humains en fait se sont habitués en fait à leur présence et au fur et à mesure des générations, les hommes en fait ont appris à vivre avec eux et donc ont perdu cette mémoire en fait de qui est vraiment les aliens, qui ils sont vraiment, pourquoi ils sont venus. Alors j'explique bien aussi quand même que les anciens de l'époque savent très bien ce qui s'est passé, mais qu'ils ne le disent pas aux nouvelles générations parce que voilà, ils veulent que leurs enfants ou leurs descendants vivent une vie normale, quoi. Sachant que les humains, à l'époque, en 1500, vivaient une vie comme la nôtre, hein, normale, on va dire. Ils naissent et ils meurent aux alentours de 100 ans ou, 100, ou un peu moins ou un peu plus, quoi. Mais après, effectivement, dans le roman, de par des avancées technologiques, l'espèce humaine euh, a la capacité de vivre plus longtemps et donc rallonger leur vie. Et du coup, voilà, ça amène en fait une description, en fait, on va dire, comment dire. En fait, ça permet aux anciens de rester donc plus longtemps en vie et de pouvoir justement expliquer à leurs descendants en fait ce qui s'est réellement passé. Et donc voilà, mathématiquement, en gros, si vous vivez plus longtemps, vous passez donc plus de temps avec vos petits-enfants, avec vos petits-petits-enfants, avec vos arrière-petits-enfants. Et donc du coup, si vous expliquez l'histoire qu'il y a eu par exemple lors de l'invasion, eh bien vous avez plus de temps qui se passe, donc plus de gens potentiellement sont au courant en fait de qui sont réellement les aliens. Et donc ça permet effectivement d'avoir une descendance bien plus, j'allais dire instruite, mais non, oui, elle est au courant en fait, hein, potentiellement, elle est potentiellement au courant en fait de ce que sont vraiment les aliens. Mais bien évidemment, après, sur des milliers d'années, on peut bien évidemment se comprendre que bah, le- comment dire, l'histoire elle-même en fait se dissout en fait dans le temps, quoi. Et du coup, on a tendance à oublier après. Voilà. Euh, 24e question. Quelle est la vision de l'amitié et de la trahison dans un contexte de survie extrême? Euh, donc, c'est un peu du spoil aussi, un tout petit peu. Comment pas spoiler à fond? En gros, vous avez effectivement de l'amitié hein, dans mon roman, vous avez de l'amour, vous avez de la trahison, vous avez tout un tas de mots qui pourraient ressembler à ça, mais de descriptions qui pourraient ressembler à ça. Mais par exemple, j'ai un exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est celle de Sidious et Black Swan. Donc bah, à la base, Black Swan et Sidious sont des ennemis, hein, ils combattent pour la même personne, hein, mais ils sont ennemis. Et au bout d'un moment, en fait, ils subissent une trahison eux-mêmes par, par Dogos.